Mon père m'a mis à pied jusqu'à ce que je m'excuse auprès de ma sœur. J'ai juste dit, d'accord. Le lendemain matin, elle avait un sourire narquois jusqu'à ce qu'elle voie mon bureau vide et ma lettre de démission. L'avocat de l'entreprise a débarqué en courant, tout pâle, dis-moi que tu ne l'as pas posté. Le sourire de mon père s'est effacé sur le champ. Les lumières de la salle de conférence étaient impitoyables, écrasant chaque visage pour lui donner un aspect tranchant. Mon père parla le premier, d'une voix suffisamment ferme pour blesser, tu es suspendu jusqu'à ce que tu t'excuses auprès de ta sœur. Un stylo s'arrêta net. Ma sœur inclina la tête, feignant l'offense, mais le petit sourire en coin qu'elle tentait de dissimuler disait tout. Je restai debout devant ma présentation figée, le pouce appuyant sur la télécommande jusqu'au déclic. Personne ne parla. Personne n'intervint. Personne ne changea même son rythme de respiration. Je ne discutais pas. Je ne tressaillis pas. Je dis simplement, d'accord. Si mon père avait su ce que ce mot allait déclencher, il serait peut-être resté silencieux. J'ai grandi dans une maison où le silence était censé signifier l'harmonie. Il m'a fallu des années pour comprendre qu'en réalité, il signifiait la hiérarchie. Ma sœur l'a appris très tôt. Elle a pleuré une fois, lors d'un désaccord sur un projet scolaire, et mon père est intervenu avant même que l'enseignant ne puisse finir d'expliquer la situation. Elle est repartie avec de nouvelles fournitures et une petite tape sur la tête. Moi, je suis reparti avec le même panneau d'affichage et le rappel que je devais être celle qui est raisonnable. Être raisonnable est devenu mon rôle avant même que je sache que je l'avais accepté. Je me souviens de l'après-midi où la lettre d'admission est arrivée. Une enveloppe épaisse, mon nom imprimé proprement au centre. Je la tenais à deux mains sur le carrelage de la cuisine, sentant le poids d'un avenir que j'avais mérité. Mon père l'a parcouru. Il lut la première ligne, hocha la tête une fois, et la posa à côté de la pile de courrier, comme s'il s'agissait d'un rappel pour un rendez-vous chez le dentiste. Il n'ouvrit même pas la deuxième page. Ma sœur entra 10 minutes plus tard avec une bague de fiançailles, et soudain, la maison se remplit de coupes de champagne et d'appels téléphoniques. Ma lettre disparut sous une pile de serviettes de fête avant la fin de la soirée. Ce fut la première fois que je réalisais que l'accomplissement comptait moins que le spectacle. Après le décès de ma mère, le déséquilibre s'accentua. Elle avait été le tampon silencieux, celle qui remarquait quand mes épaules se tendaient ou quand je restais debout trop tard pour finir mes devoirs. Lorsque la maison perdit sa douceur, elle perdit aussi la seule personne qui empêchait l'angle mort de mon père de nous engloutir tous. Ma sœur n'a pas changé. Elle a simplement rencontré moins de résistance. Dans l'entreprise familiale, le schéma se répéta, avec des lignes plus nettes et des enjeux plus élevés. J'ai bâti le département de développement, transformant une petite pièce aux lumières vacillantes en un étage rempli d'ingénieurs qui me faisaient confiance. Je connaissais chaque détail de chaque échéancier livré, chaque fonctionnalité expédiée, chaque système reconstruit. Je ne me vantais pas. Je n'en avais pas besoin. Ma sœur, en revanche, maîtrisait l'art de promettre des choses qu'elle ne comprenait pas, des délais de 4 semaines quand le travail en nécessitait 12, des budgets ne tenant pas compte de l'infrastructure de test ou de l'épuisement du personnel. Mon père la soutenait toujours. Elle connaît les clients, insistait-il. Fais juste en sorte que ça marche. Alors, nous l'avons fait. Les nuits se fondaient dans les matins. Mon équipe restait tard, les yeux fatigués sous la lueur bleue des écrans. Moi, je restais plus tard encore, comblant les lacunes, réécrivant les plannings, et absorbant les blâmes qu'elle rejetait avec un sourire impeccable. Mon père ne demandait jamais comment nous nous débrouillions. Il répétait seulement ce qu'il avait toujours dit, ta sœur gère les relations. Toi, tu gères le reste. Je ne discutais pas. Je documentais tout. C'est devenu mon langage silencieux, échéancier, notes, journaux des risques, des preuves écrites que personne ne voulait lire. Le dernier projet avant ma suspension me révéla ce que j'avais refusé d'admettre. Ma sœur avait fait une autre promesse impossible. Mon père l'avait approuvée avant même que je ne voie l'email. Quand j'ai souligné que les chiffres ne collaient pas, il m'a regardé de la même façon que lorsque j'étais enfant et que je demandais de l'équité, patient, dédaigneux, certain que je m'ajusterais pour entrer dans le moule qu'il souhaitait. Debout dans le couloir, à l'extérieur de cette salle de réunion, je réalisais quelque chose de simple et de tranchant. J'avais passé une vie à être raisonnable pour des gens qui n'avaient jamais eu l'intention de me voir vraiment. C'est ce jour-là que j'ai appris ma place dans cette famille, et c'est ce jour-là que j'ai commencé tranquillement à la quitter. Le couloir devant la salle de conférence semblait plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Les gens s'écartaient sur mon passage,
non par respect, mais par malaise, comme si le fait de se tenir trop près de moi risquait de les attirer dans le rayon d'impact d'une décision familiale que personne ne voulait reconnaître. Personne ne prononça mon nom. Personne ne croisa mon regard. J'atteignis mon étage et vis une note imprimée scotchée près des ascenseurs. Un nouvel organigramme de projet, une nouvelle chaîne de commandement. Le nom de ma sœur trônait proprement en haut d'une colonne que j'avais bâtie à partir de rien. Son titre en gras, le mien totalement absent. Ce n'était pas un oubli. C'était une réécriture. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un message d'un de mes ingénieurs, ça va? Un autre, est-ce qu'on suit toujours ton planning? Puis, il raconte pas mal de choses là-haut. Je retournai l'écran face contre bureau et le laissai vibrer en silence. Mon père appela quelques minutes plus tard. Il ne demanda pas comment je me sentais. Il demanda si je comprenais, l'image, que cela renvoyait. Sa voix portait le même ton qu'il utilisait quand j'avais 12 ans, et qu'il essayait d'expliquer pourquoi ma sœur avait eu la dernière part de gâteau. Garde juste le morceau, disait-il. La famille passe avant tout. Famille. Ce mot semblait étrangement léger dans sa bouche. Quand je raccrochais, ma sœur attendait déjà dans l'encadrement de la porte. Elle n'avait pas frappé. Elle s'appuyait contre le cadre comme si la pièce lui appartenait, parce que mon père avait fait en sorte que ce soit le cas. Tu peux mettre fin à tout ça, dit-elle, assez doucement pour paraître gracieuse. Excuse-toi, c'est tout. Elle brossa un brin de poussière sur sa manche, vérifia son reflet dans le bord sombre de mon écran, et se sourit à elle-même, petite, confiante, certaine d'avoir gagné. J'observais son sourire en coin de la même façon que je l'avais observé toute ma vie. Une courbe qui signifiait qu'elle ne s'attendait à aucune conséquence. Pas maintenant, jamais. Je ne répondis pas. Je ne la regardais même pas directement. Je sentis juste quelque chose changer en moi. Pas de la colère, pas du chagrin, mais quelque chose de plus stable, comme une porte qui se ferme à clé. Elle attendait, s'attendant à une dispute dont elle pourrait se sortir par une pirouette. Au lieu de cela, je pris mon porte-documents, fermai mon ordinateur portable, et me levai. « C'est tout ?» demanda-t-elle. Je hochai la tête une fois. Puis, je prononçai le seul mot qu'elle n'avait jamais vu venir. « D'accord. » Je fermai la porte de mon bureau et laissai le loquet s'enclencher. Le son était petit, presque poli, mais il marquait une ligne que je n'avais jamais franchie auparavant. La pièce semblait inconnue maintenant, comme si je la voyais de l'extérieur. Les murs de verre, les diplômes encadrés, le doux bourdonnement des machines. Mon équipe me faisait confiance pour continuer à faire tourner la boutique. Tout ce que j'avais construit, arrangé, protégé, tout était considéré comme acquis. Je glissai l'élastique de mon poignet et attachai mes cheveux en arrière, ce geste familier me calmant. Puis j'ouvris le tiroir du haut et commençai. Les premières choses que j'emballai furent les documents que je ne laissais jamais personne d'autre manipuler, les portées des projets, les évaluations des risques, les notes de réunion dont personne ne se souvenait que j'y avais assisté, les paiements, les factures, les répartitions budgétaires, les échéanciers griffonnés à minuit dans ma cuisine avec une tasse de café refroidi à côté de moi. J'alignais chaque dossier en une rangée soignée sur mon bureau, vérifiant les dates, faisant correspondre les signatures, bougeant avec la précision calme que j'utilisais pour déboguer du code. Pas de précipitation, pas de panique, juste la vérité. J'enveloppais mes diplômes dans du papier de soie, glissant ensuite chaque cadre dans une boîte. Chaque récompense suivait une preuve de travail que mon père n'avait jamais reconnue, mais que l'entreprise ne pouvait nier. Les murs devinrent vides, plus froids, comme s'ils se préparaient pour la prochaine personne qui se tiendrait ici en prétendant savoir ce que ce travail exigeait. Mon ordinateur portable émit un son. Les messages continuaient d'arriver de mon équipe, d'autres départements, de gens qui avaient assisté à la réunion et fait semblant de ne pas voir ce qui s'était passé. Je retournai l'ordinateur. Le silence était plus propre. J'ouvris un nouveau document, non pas pour analyser, ni pour défendre, mais pour finaliser. Une lettre de démission, courte et calme. Pas d'émotion, pas d'accusation, juste la rupture formelle d'un rôle que j'avais déjà dépassé. Puis vint le vrai travail. J'ouvris le disque partagé et commençai à compiler les preuves que personne n'avait demandées, mais dont tout le monde avait besoin, historique de projet, allocation de ressources, notes contractuelles, chaque cas où ma sœur avait fait des promesses sans vérifier une seule contrainte technique. Je n'ajustais pas le ton. Je n'ajoutais pas de commentaires.
Je ne fis que rassembler ce qui existait déjà. 2 heures passèrent comme une longue expiration. Au moment où le fichier fut complet, ce n'était pas un dossier. C'était un miroir. Mes doigts planèrent au-dessus du bouton d'envoi. Non par doute, mais par précision. Le timing comptait. Un plan silencieux ne crie pas, il atterrit. Je l'envoyais au conseil d'administration, au chef de département, aux clients dont les attentes avaient été faussées. Un seul objet, documentation du projet et aperçu du statut. Pas de drame, juste de l'information. Mon téléphone sonna dans les 60 secondes. L'avocat de l'entreprise d'abord, puis un membre du conseil, puis 2 clients, tous restèrent sans réponse. Je traversai la pièce à nouveau, ramassant stylo, carnet, et la tasse que mon équipe m'avait offerte l'hiver dernier. La seule chose que je laissai sur l'étagère fut un prototype d'un projet que nous avions sauvé il y a 3 ans, 40 heures de travail en 2 jours, assez de café pour tenir un mois, et un sentiment d'unité qu'aucun cadre n'avait jamais remarqué. Je le remis droit, époussetai la poussière, et le laissai là. Ma sœur apparut de nouveau dans l'encadrement de la porte, cette fois, hors d'haleine. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix résonna faiblement contre la vitre. Elle regarda autour du bureau à moitié emballé, ses yeux passant du mur vide aux boîtes ouvertes. « Tu n'as pas dit moi que tu n'as pas », je ne répondis pas. Je plaçai le dernier dossier dans mon porte-documents, et le fermai avec un clic discret. Elle entra comme si elle traversait une frontière sans permission. « Tu ne peux pas partir. Papa ne le permettra pas. Tu fais une erreur. » Je glissai mon ordinateur portable dans sa housse. « Non, dis-je, j'en corrige une. » Sa bouche s'ouvrit, prête à argumenter, à jouer la comédie, à tordre le récit pour en faire quelque chose où elle resterait l'héroïne. Mais elle s'arrêta net en voyant mon bureau complètement vidé. L'espace qui contenait autrefois mon travail, mes heures, ma présence, était maintenant vide. Pour un instant, elle fut silencieuse. Je passai devant elle sans attendre sa permission. Le couloir à l'extérieur sentait légèrement l'encre de photocopieuse et le café brûlé, cette même odeur qui m'avait suivi pendant des années. Chaque pas semblait délibéré, ancré au sol, plus propre que n'importe quelle victoire. Au moment où j'atteignis l'ascenseur, j'avais déjà pris rendez-vous avec mon avocat. Un message d'un recruteur clignotait sur mon écran de verrouillage, une opportunité que j'avais autrefois déclinée par loyauté. Je l'ouvris, répondis, et acceptai. Mon père appela encore. Sa voix remplissait la messagerie vocale d'urgence. Il faut qu'on parle. Ne fais rien d'imprudent. Mais le plan était déjà exécuté, et rien là-dedans n'était imprudent. Je rentrai chez moi juste au moment où la lumière du soir glissait dans mon salon. La maison était calme, chaude, à moi. Je posai le porte-documents sur la table à manger, l'ouvris, et arrangeai les documents en pile nette. L'ordre était apaisant, la vérité indéniable. Une pile pour les contrats, une pour les paiements, une pour les échéanciers, une pour les emails, et un dernier dossier contenant la lettre de démission attendant une signature. Je pris une lente inspiration, pressai le stylo sur la page, et signai mon nom d'une main ferme. Je rassemblai tout dans le porte-documents, le fermai doucement, et passai mes doigts le long du bord en cuir, un rituel scellant quelque chose d'irréversible. Dans le silence qui suivit, rien ne semblait chaotique. Rien ne semblait faux. Il n'y avait que de la clarté. Pour la première fois depuis des années, je ne me préparais pas à réparer quoi que ce soit. Je me préparais à partir. Cette fois, je ne réparerais pas ce qu'ils avaient brisé. J'arrivai au bureau juste avant 9 heures. Le hall était plus bruyant que d'habitude, des murmures dissimulés derrière des couvercles de café, des regards qui fuyaient quand je levais les yeux. Quelqu'un retint l'ascenseur pour moi, puis fit semblant de ne pas l'avoir fait quand j'entrai. L'étage de la direction semblait plus tendu, comme si l'air ne s'était pas totalement apaisé depuis la veille. L'assistante de mon père se tenait près de la porte, serrant un dossier contre sa poitrine. « Il veut vous voir », dit-elle, mais le tremblement dans sa voix me dit que la demande ne venait pas vraiment de lui. Je ne répondis pas. Je marchai droit vers la salle de conférence. La porte était déjà ouverte. Mon père se tenait à l'autre bout de la table, les épaules raides, les yeux cernés de rouge par une nuit passée à essayer de contenir ce qui ne pouvait l'être. L'avocat de l'entreprise était assis à côté de lui, ordinateur portable ouvert, le visage pâle. Un assistant juridique tapait doucement dans un coin, enregistrant tout. Ma sœur rôdait près de la fenêtre, les bras croisés, l'expression pincée comme si elle avait mâché quelque chose d'acide.
Personne ne parla jusqu'à ce que je prenne place. Mon père essaya le premier. Nous pouvons arranger ça. Sa voix s'efforçait d'avoir de l'autorité. Soyons rationnels. Je posai le porte-document sur la table. Le bruit sourd trancha l'atmosphère de la pièce. Je suis ici pour finaliser ma démission. L'avocat inspira brusquement. Ma sœur cligna des yeux, la première fissure dans sa confiance. La mâchoire de mon père se serra. Tu n'as pas besoin de faire ça. J'ouvris le porte-document, soulevai la lettre de démission, et la posai doucement sur la table, comme on pose une carte dans un jeu déjà terminé. Une suspension sans motif documenté déclenche les conditions de départ, dis-je. L'article 12 couvre l'acquisition immédiate des droits. L'avocat avait déjà lu mon contrat. Il hocha la tête une fois, confirmant mes dires. Mon père cligna des yeux lentement, comme s'il traitait la réalisation qu'il avait approuvée chaque clause lui-même il y a 4 ans. Ma sœur s'avança. C'est ridicule. Tu exagères tout. Tout ce que tu avais à faire, c'était excuser. Je glissai un deuxième dossier à travers la table. La documentation de la nuit dernière. Échéancier, contrat, paiement, facture, chaîne de mai, tout était propre, tout était factuel, tout ce qu'elle avait prétendu inexistant. L'avocat hésita avant de l'ouvrir. Quand il le fit, son visage se décomposa encore davantage. C'est exhaustif, chuchota-t-il. Ma sœur se pencha par-dessus son épaule, les yeux s'écarquillant à chaque page. Tu ne peux pas envoyer ça aux clients. Ils penseront que je l'ai déjà envoyé, dis-je. Sa main se figea en l'air. Quoi? La voix de mon père se brisa. J'ai envoyé la documentation au conseil d'administration et aux parties prenantes du projet. Mise à jour de statut, la précision compte. La pièce tomba dans un silence creux. Ma sœur regarda mon père, désespéré d'être sauvé. Papa, dit quelque chose. Mais il ne la regardait pas. Il fixait la pile de documents, le miroir qu'il avait passé des années à refuser de regarder en face. Tu nous as pris au dépourvu, dit-il doucement. Non, répondis-je. J'ai révélé ce que vous ignoriez. L'avocat s'éclaircit la gorge. Légalement, elle a agi dans son droit. Rien de ce qu'elle a partagé ne viole la confidentialité. Ce sont des documents de projet interne et les termes du contrat sont contraignants. La voix de ma sœur s'éleva, donc elle peut partir comme ça après avoir tout gâché? Je fermai le porte-document. Je n'ai rien gâché. J'ai arrêté d'absorber les coups. Mon père pressa ses paumes à plat contre la table. Nous avons besoin de toi pour le compte Hamilton. Nous ne pouvons pas livrer ce que ta sœur a promis. Elle ne comprenait pas les exigences. Il s'arrêta, se reprenant trop tard. Ma sœur se tourna vers lui, stupéfaite. Tu me blâmes? Il la regarda comme on regarde un immeuble en feu, réalisant trop tard qu'on aurait dû vérifier les fondations. Je me levai. Ce n'est plus mon problème, dis-je. J'ai accepté un autre poste. Ma sœur laissa échapper un rire creux, aigu et fragile. Qui t'embaucherait après ça? L'avocat ferma le dossier avec des doigts tremblants. Quiconque valorise la compétence. Pendant un moment, personne ne respira. Je tendis la main vers le porte-document. Mon père fit un pas en avant comme pour m'arrêter, puis laissa tomber sa main à mi-chemin. Nous pouvons encore arranger ça, dit-il doucement. Tu n'es pas obligé de partir. Je croisa enfin son regard, égal, enfin clair. Je suis déjà parti. Je sortis de la salle de conférence, passant devant le silence stupéfait de ma sœur, devant le choc pâle de l'avocat, devant le sourire mourant de mon père. Je ne regardai pas en arrière. Les portes de l'ascenseur se fermèrent avec un bourdonnement feutré. Et juste comme ça, tout le système que j'avais autrefois essayé de maintenir ensemble commença à s'effondrer sans que je lève le petit doigt. Je quittai le bâtiment sans vérifier si quelqu'un regardait. L'air dehors semblait différent, plus léger, en quelque sorte, comme si le poids que j'avais porté pendant des années avait enfin réalisé qu'il n'avait plus d'hôte. Le bruit de la ville se fondit en un bourdonnement. Mes pas résonnaient de manière stable sur le trottoir. À la maison, la lumière à travers les fenêtres du salon était chaude, adoucissant les bords de tout ce qu'elle touchait. Je posai mon porte-document sur la table à manger, non avec finalité, mais avec un sentiment tranquille d'achèvement. L'espace semblait intact, loin du chaos des 2 derniers jours. Un endroit qui ne m'avait rien pris,
un endroit qui n'exigeait aucune preuve. Je donnai à manger à Cooper, mon chien, et il trottina sur le parquet, ses griffes tapotant légèrement, un bruit ordinaire et ancrant. Je me servis un verre d'eau, le tenant à 2 mains comme je tenais mon café le matin au bureau. Ce geste me surprit, une habitude transportée d'une vie à laquelle je ne devais plus rien. Cette nuit-là, je ne vérifiais pas mes emails. Je ne rejouais pas les conversations. Je n'anticipais pas les retombées. Le calme n'était pas lourd pour une fois. Il était propre. Le matin, je m'habillais sans me presser, choisissant des vêtements qui n'avaient pas besoin de communiquer l'autorité à qui que ce soit. Sur le trajet vers ma réunion avec la nouvelle entreprise, l'horizon semblait presque inconnu, comme un endroit que je voyais pour la première fois plutôt qu'un lieu que je fuyais. Leur bureau était lumineux, ouvert, rempli du son facile de gens qui ne marchaient pas sur la pointe des pieds autour de l'attention. Quand le responsable du recrutement m'a présenté à l'équipe, personne n'a évalué ma présence par rapport au statut de quelqu'un d'autre. Ils m'ont juste serré la main et ont souri. Plus tard, debout près d'un mur de fenêtres donnant sur la ville, je pensais à la lettre d'admission enfouie sous les serviettes de la fête de fiançailles, aux nuits tardives passées à réparer des délais impossibles, aux innombrables moments où j'étais restée silencieuse parce que le silence était attendu. Et puis je pensais au bureau vide, à la lettre de démission, aux porte-documents posés sur la table sans drame, chaque acte simple, précis, mien. Partir n'était pas une perte. C'était une ouverture que j'avais créée avec rien de plus que des faits, de la retenue, et la volonté d'arrêter de sauver des gens qui confondaient ma compétence avec une obligation. Pour la première fois depuis des années, le calme ne ressemblait pas à un effacement. Il ressemblait à la liberté. En fin de compte, j'ai appris quelque chose de simple. Le silence n'est pas une reddition. C'est une porte. Un endroit où vous choisissez ce qui entre et ce qui n'entrera plus jamais. Partir ne m'a pas brisé. Cela m'a rendu à moi-même. Si vous vous êtes déjà tenu dans une pièce où votre valeur était traitée comme un bruit de fond, laissez cette histoire vous rappeler que votre vie n'a pas besoin de leur permission pour changer. Merci d'avoir écouté. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, restez proche. Il y a encore beaucoup à raconter.